Albert Camus. Albert Camus, c'est avant tout, aujourd'hui pour nous, un auteur engagé qui peut plus que jamais nous permettre de mieux comprendre notre époque. C'est l'auteur de La Peste, un roman visionnaire qui explique à quel point la solidarité est importante en temps de pandémie et qui nous dit que la seule façon de mettre les gens ensemble, c'est encore de leur envoyer la peste. La Peste, c'est un roman salutaire pour nous, dont je vais vous lire un petit extrait pour vous donner envie de le lire en entier. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que la foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Je vous encourage fortement à aller lire ce roman à thèse d'Albert Camus qui nous permet de penser la pandémie d'une manière extrêmement stimulante. Mais qui est Camus et qu'est-ce qui lui a permis de devenir le grand intellectuel engagé que nous connaissons ? Camus est un essayiste, un dramaturge, un romancier, un journaliste. Il naît en 1913 et il meurt en 1960, donc prématurément. Il naît en Algérie. Son enfance est marquée par une grande pauvreté et en même temps l'extrême beauté des paysages de l'Algérie. Il parle du monde de son enfance comme d'un monde de pauvreté et de lumière. Le Camus adulte, exilé en Europe, sera obsédé par la mer et le soleil de son pays, et il restera toujours fidèle à la terre d'Algérie, qu'il célèbre avec un grand lyrisme dans ses œuvres. Une enfance dans la pauvreté donc, puisque sa mère est analphabète et en partie sourde, et son père est mort dès septembre 1914, au front, à la guerre, en France, alors que Camus n'a qu'1 an. Camus devient donc pupille de la nation, comme son grand frère. C'est son instituteur, Louis Germain, qui jouera un rôle déterminant dans sa vocation d'écrivain, puisqu'il repère le jeune Camus, il comprend ses capacités intellectuelles hors du commun, et il lui permet de sortir de la misère en l'encourageant à étudier. Camus lui dédiera son discours lorsqu'il recevra le prix Nobel de littérature. Le jeune Camus lit énormément grâce à son instituteur, mais il joue au football aussi. Et il doit renoncer à son projet de devenir un footballeur professionnel, car il contracte la tuberculose et a une santé extrêmement fragile. Donc la littérature peut remercier cette tuberculose de Camus, qui a fait de Camus un grand écrivain et non pas un footballeur professionnel. En 1940, le jeune Albert Camus quitte l'Algérie pour la France et il entre comme lecteur chez Gallimard, donc un très grand éditeur, et commence à faire du journalisme. En 1944, il rencontre Sartre, une amitié qui va devenir légendaire, et je vous ai mis une petite photo des deux hommes qui sont toujours rassemblés dans l'esprit collectif. En 1957, il obtient le prix Nobel de littérature et se brouille peu dans ces années-là avec Sartre, pour des raisons politiques, mais d'aucuns diraient que c'est la jalousie qui a occasionné la rupture entre Sartre et Camus. Camus meurt, comme je vous l'ai dit, prématurément, dès 1960, dans un accident de voiture dramatique avec Michel Gallimard, son éditeur, et il a dans sa valise le manuscrit du Premier homme, son autobiographie qu'il ne pourra jamais achever, mais qui a été publiée dans son état inachevé et qui est extrêmement intéressante à lire pour comprendre justement la biographie de Camus. Toute la vie de Camus a été marquée par sa recherche constante de la justice, son humanisme à toute épreuve, l'enracinement charnel de sa pensée aussi dans la mer, dans le soleil de l'Algérie, dans les corps bronzés sur les plages, toujours en lien avec le réel, jamais se détachant dans les sphères de l'abstraction métaphysique, et toujours tentant de dire la beauté du monde malgré sa dureté, de dire la lumière, de dire le soleil, et de dire l'espoir en la condition humaine et dans l'univers.
un espoir lucide, puisque lucide, vous savez, ça vient du mot lux lucis, qui signifie la lumière. Camus, comme je vous l'ai dit, c'est un intellectuel engagé. Il prend des positions extrêmement courageuses dans le journal Combat. Il participe à la résistance. Pendant toute sa vie, il s'oppose à toute forme de dogmatisme, à toute forme de fanatisme, à tous les totalitarismes, que ce soit le nazisme, que ce soit le totalitarisme soviétique, marxiste. C'est ce qui entraîne donc officiellement sa rupture avec Sartre. Il fait un bref passage au Parti communiste, mais très vite il s'en détache puisque toute sa vie il affirme sa très grande défiance vis-à-vis de toute forme d'endoctrinement, sa haine des systèmes, sa pensée de la nuance. Un autre événement politique extrêmement douloureux pour lui, c'est la guerre d'Algérie, qui est un véritable drame déchirant pour le Français d'Algérie qui est Camus. Il lance un appel à la trêve en 1956 et il écrit tout au long de l'année 1958 ses chroniques algériennes. Il prend des positions assez tranchées pendant la guerre d'Algérie, qui ont été très critiquées et on a souvent réécrit ces mots, on les a souvent sortis de leur contexte, notamment cette déclaration qu'il aurait prononcée à Stockholm, interrogé par un étudiant algérien. Il aurait donc déclaré « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément, dans les rues d'Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Cette phrase « je défendrai ma mère avant la justice », qui est une métaphore pour prendre position sur la guerre d'Algérie, a été extrêmement critiquée et ça a fait beaucoup souffrir Camus qu'on extrapole ses propos ainsi. Camus est un écrivain engagé, mais son engagement prend naissance dans sa philosophie. Et sa philosophie, c'est la philosophie de l'absurde. Alors qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'absurde ? Eh bien la philosophie de l'absurde, elle consiste à prendre conscience de l'absurdité de la condition humaine, de la vanité, du néant, de la petitesse de l'homme. On peut penser ici à Pascal. Et c'est cette expérience de la vanité, de l'absurdité profonde, de l'étrangeté au monde que fait le héros Meursault dans le roman L'étranger, qui paraît en 1942, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Alors Meursault, c'est un jeune homme algérien qui se rend compte que son existence quotidienne est devenue absurde, qu'il ne ressemble plus aux autres, qu'il a perdu le contact avec eux, qu'il leur est devenu étranger, qu'il ne les comprend plus, qu'ils ne le comprennent plus. Et un jour, sur une plage, aveuglé par le soleil, il tue un homme arabe de 4 coups de revolver. La justice cherche une préméditation, des mobiles à ce meurtre qui est en réalité parfaitement gratuit, qui est né de ce sentiment extrême de solitude et d'absurde qui s'est emparé de Meursault, de l'incompréhension face au monde et de l'incommunicabilité avec les autres. Et Meursault est finalement accusé moins pour son crime que parce qu'il est fondamentalement étranger aux autres, qui ne le comprennent plus. Alors, je me sers de cet exemple de l'étranger, du roman L'étranger, pour vous expliquer cette philosophie de l'absurde. Donc l'absurde naît d'une situation métaphysique individuelle, c'est le décalage qu'elle crée entre l'homme et ses semblables, qui le rejette dans un univers privé des lois habituelles de la morale, et c'est ce sentiment de solitude profonde et de vacuité de l'existence que Camus appelle l'absurde. La théorie de l'absurde, elle domine des pièces de théâtre comme Caligula, qui paraît en 1938, Le Malentendu en 1944, où une mère tue son enfant parce qu'elle n'arrive plus à le reconnaître. Donc c'est une métaphore, encore une fois, de cette étrangeté au monde qui s'empare de l'homme qui prend conscience de l'absurde. L'idée de l'absurde, elle est aussi très présente dans l'essai qui s'appelle Le mythe de Sisyphe en 1942. Je vous ai mis une petite illustration de Sisyphe, qui est un personnage de la mythologie grecque, qui est condamné à rouler sans cesse en haut d'une montagne, un rocher qui retombe aussitôt. Et en fait, Sisyphe, il devient ce mythe devient une parabole de la condition humaine chez Camus, puisque c'est le destin de l'homme de sans cesse rouler son destin, rouler sa pierre tout en haut d'une montagne pour la voir retomber, et donc de s'adonner à des activités qui n'ont aucun sens. Et ce qui est très intéressant chez Camus, c'est qu'il n'y a pas de nihilisme. Et comme il dit dans le mythe de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux, puisque le sens de la vie repose justement dans cet effort acharné que nous faisons sans cesse pour continuer à vivre malgré l'absence de sens de notre destin.
Et donc Camus sépare son œuvre en deux grands cycles, d'un côté le cycle de l'absurde et de l'autre le cycle de la révolte, puisque c'est précisément le sentiment de l'absurde qui fait naître celui de la révolte. D'après l'Encyclopédia Universalis, le sentiment de l'absurde naît d'une réflexion ontologique, donc sur l'être, accentuée par la pesanteur de l'histoire devenue particulièrement angoissante, entraîne le mouvement de la révolte. D'abord d'ordre individuel, elle devient collective de son propre élan et sous la pression de l'histoire. Voilà, ça c'était un extrait de l'Encyclopédia Universalis sur Camus. Camus dit d'ailleurs « Même mes révoltes ont été éclairées par la lumière. Elles furent presque toujours, je crois pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. » Donc on retrouve ici la lucidité et le soleil de l'Algérie qui entraîne, malgré l'absurdité du monde, une vraie lumière qui anime la révolte. Donc la révolte est la réponse à l'absurde. Elle donne un sens à l'existence et au monde, et elle confère au destin humain, malgré son absence de sens, une dignité qui provient de cette lucidité. Camus dit « Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Oui à quoi ? Mais oui à la vie, oui à la lumière, oui à la beauté du monde. Et à quoi dit-il non ? Eh bien, il dit non à l'injustice, il dit non au mensonge, il dit non au totalitarisme. Donc après avoir pris conscience de l'absurde, l'homme s'interroge sur son destin et tente de transformer le monde, tente de transformer le réel. Il ne reste pas enfermé dans sa solitude métaphysique, mais au contraire, il tend vers ce que Camus appelle la pensée de midi. La pensée de midi, c'est l'image du soleil à son zénith, qui symbolise pour Camus l'espoir de l'esprit qui plane sur des volcans de lumière, c'est-à-dire de se tourner vers la lumière, se tourner vers ce qui est beau, se tourner vers ce qui brille, et non pas s'assombrir dans la solitude de l'absurde. Donc contre l'absurdité qui confine l'homme dans sa solitude, Camus veut substituer une morale humaniste de l'entraide et de la générosité, une morale collective, une morale de l'engagement. Et ça, on le voit très très bien dans La Peste, justement, qui est paru en 1947, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est le journal imaginaire d'une épidémie à Oran, en Algérie encore une fois. Et c'est surtout donc une parabole sur l'homme face au mal, sur la dépendance que nous avons vis-à-vis de nos semblables face au drame. Et le docteur Rieux, qui est le héros du roman, est un médecin, c'est-à-dire qu'il essaye de guérir les autres. Il est prêt à se sacrifier pour aider ses concitoyens. Et Camus dit qu'il a pris délibérément le parti de la victime et a voulu rejoindre les hommes, ses concitoyens, dans les seules certitudes qu'ils aient en commun, qui sont l'amour, la souffrance et l'exil. Donc c'est vraiment la morale humaniste de La Peste, qui est une fiction qui donne la recette pour résister aux tyrannies et puis pour rester unis face aux grands malheurs qui frappent de manière collective, que ce soit la guerre ou la pandémie. Et la morale de La Peste, c'est la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Ça, c'est l'idée de Camus qu'il n'y a pas de lendemain. Il ne faut pas se réfugier dans des grands discours sur l'au-delà, sur les religions, mais il faut vivre la vraie vie ici et maintenant, ensemble. Et Camus dit « Mon royaume est tout entier de ce monde ». Mon royaume est tout entier de ce monde, ça veut dire que il faut s'unir dans un seul royaume qui est le réel, et ne pas s'abstraire du réel, et ne pas promettre des lendemains qui chantent, mais essayer de faire changer le monde ici et maintenant. Et donc de faire passer l'homme avant les idéologies. C'est ce qui va entraîner d'ailleurs sa grande dispute avec les communistes. Donc Camus, malgré l'absurde, a foi dans l'homme. C'est un vrai humaniste et il a foi dans la beauté du monde qui guérit. Et ça, il le met en scène dans La Chute en 1956 et dans L'Exil et le Royaume en 1957, où il se livre à un réquisitoire contre le mal, contre la violence qui règne sur une société désespérée. Et Camus, il dit « Mais non, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas sombrer dans le pessimiste, dans le nihilisme, puisque le sens du monde, il est à chercher dans la communion entre les hommes et dans la communion de l'homme et du monde. Et cette communion, Camus en fait l'expérience en Algérie,
dans la grande beauté de la terre d'Algérie. Et il la décrit avec un lyrisme merveilleux dans le tout petit livre qui s'appelle Nos, qui existe dans la collection Folio à 2 € et que je vous encourage beaucoup à acquérir puisque c'est un livre qui donne beaucoup de force dans les périodes sombres. Vers le soir, je regagnais une partie du parc plus ordonnée, arrangée en jardin, au bord de la route nationale. Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l'air maintenant rafraîchi par le soir, l'esprit s'y calmait, le corps détendu goûtait le silence intérieur qui naît de l'amour satisfait. Je m'étais assis sur un banc. Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits poings fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps. Il y avait du romarin derrière moi, et j'en percevais seulement le parfum d'alcool. Des collines s'encadraient entre les arbres, et plus loin encore, un liseré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire, au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessein fait à l'avance, et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur propre cœur. Albert Camus, Nos. Je vous encourage donc fortement à aller lire Camus, qui nous apporte des réponses vivifiantes face à l'absurdité du réel. Bonne journée.